Bonjour Thomas, ravi de te revoir pour parler d'écothérapie. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour Jean, merci beaucoup de m'inviter. Donc, je suis Thomas Busigny et je suis un psychologue qui a décidé de sortir de son cabinet et de travailler dorénavant avec mes patients en milieu naturel. D'accord, donc on a déjà eu l'occasion de parler d'écothérapie. Moi, ce que je voulais évoquer avec toi aujourd'hui, c'est plus précisément investiguer la relation, le rapport entre la nature et le praticien. On va voir qu'il y a plusieurs postures qui sont possibles. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Oui, c'est une question importante, de savoir comment on considère ce qu'on appelle la nature lorsque l'on sort avec un patient. Il y a plusieurs postures possibles. Alors, dans une première posture, on peut imaginer que la nature, c'est juste un autre cabinet, voire même on peut l'utiliser comme un remède. Donc, on est dans un rapport un peu instrumentalisé. D'accord. Donc là, on ne va pas vraiment avoir de considération ou d'égard pour les éléments naturels qu'on va croiser. Juste, on transpose ce qu'on faisait en cabinet dans l'élément naturel. C'est un mobilier. Voilà, exactement, c'est ça. C'est un mobilier, c'est un objet ou un ensemble d'objets qu'on va utiliser, quoi. Ça, c'est une première posture, qui peut être un début lorsqu'on sort de son cabinet. Moi, je suis plutôt sur une deuxième posture où là, on va vraiment considérer l'environnement naturel comme un cothérapeute. Donc, comme je pourrais travailler en cabinet avec un partenaire qui serait mon cothérapeute. Donc là, on est vraiment dans une relation de partenariat. La nature devient mon partenaire. Et donc, du coup, j'ai déjà une relation un peu plus d'égard, de reconnaissance, de gratitude envers ce précieux partenaire qui va m'aider dans le dispositif et dans les séances avec mon patient. Donc voilà, donc là on est déjà dans une autre posture où vraiment l'élément naturel va être ce cothérapeute, va être ce partenaire. Et puis on peut encore avoir une autre posture où là je dirais, on pourrait dire que la nature serait considérée plutôt comme un deuxième patient, comme un copatient, où on va considérer que la nature elle aussi est en souffrance. Voilà, c'est une thématique qui est assez actuelle. Et donc là, dans cette posture-là, on va considérer que l'idée c'est de soigner et le patient et la nature et surtout de soigner la relation qui les unit entre eux. Et ça, c'est un petit peu tout le courant de l'écopsychologie, notamment, où en fait, on va avoir un travail assez dirigé, où l'idée, c'est de ramener le patient dans un rapport harmonieux avec l'environnement naturel pour que finalement le patient soit soigné, entre guillemets, et la nature aussi. D'accord. Et donc là, c'est encore une autre posture, parce qu'on est dans un travail un petit peu plus dirigé, où il y a vraiment cette intention de restaurer un lien sain et harmonieux entre la personne et le reste du vivant. D'accord. Moi, ma posture, elle est plutôt la deuxième posture, la posture intermédiaire, puisque moi je suis psychologue, je suis psychothérapeute, et donc je ne suis pas censé diriger le travail de mon patient. Tu vois, donc mon patient il va venir avec une intention, avec une démarche, et moi mon travail c'est de l'amener à cheminer par rapport à ses questions et à sa démarche, mais ne pas l'emmener dans une direction. Donc là, dans cette posture-là, il y a une liberté de ce qui se passe, alors que finalement, quand on est dans le courant plutôt de l'écopsychologie, il y a quand même une intention qui est différente. Voilà, il y a une intention, mais qui est claire au départ. Donc par exemple, tout le travail qui relie, que l'on doit à Joanna Macy, donc les personnes qui viennent par exemple pour travailler leur éco-anxiété, et donc on va passer par un processus en 4 étapes, où on va... Processus de deuil un peu. Voilà, donc on va ressentir de la gratitude, puis après on va honorer sa peine ou ses émotions négatives, puis progressivement arriver à un changement de perspective et à des actes engagés. Mais des actes engagés du coup pour le vivant dans cette démarche. Mais donc ça c'est clair au départ que les gens qui viennent dans ce processus sont dans une démarche qui est construite comme cela. Les patients qui viennent me voir, on est dans des démarches beaucoup plus larges. C'est-à-dire que le patient vient avec une problématique de deuil, de séparation, un épuisement professionnel, une recherche de sens dans sa vie, etc. Et donc, moi, je ne suis pas censé l'amener à un endroit que j'aurais décidé, mais l'amener à cheminer lui-même sur ces questions.
et l'environnement naturel va juste être un support, voilà, un partenaire qui va l'amener à cheminer sur ces questions. Et cerise sur le gâteau, bien souvent, la personne va ressentir une certaine gratitude et une reconnaissance pour la nature qui l'a accompagnée dans ce processus. Et donc, peut-être qu'in fine, effectivement, on peut attendre que le rapport de l'humain avec le reste du vivant va évoluer, mais on ne part pas de ce postulat de base qu'il faut modifier cette relation. On part du principe que l'idée, c'est que la personne se travaille sur elle-même, s'apaise, trouve du sens, redevienne disponible. Et après, si la personne est de nouveau disponible à elle, aux autres et à l'environnement, on peut attendre qu'elle aura une démarche plus ouverte. Ce qui est assez amusant, c'est que finalement, dans les 3 postures que tu as évoquées, on retrouve de manière plus large la relation entre... les différents stades de relation entre l'humain et la nature. Donc la première posture, c'est le maître de la nature, c'est-à-dire je l'utilise comme une ressource. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est la posture des sociétés modernes, du capitalisme et ainsi de suite. Il y a une posture où la nature, je suis à son service. Et donc là, on est plutôt dans l'éco-psychologie, c'est-à-dire que j'ai un rôle, j'ai un devoir envers elle. Et la troisième posture, c'est une posture plutôt d'égal à égal. Donc, quand tu dis, voilà, on est co-thérapeute, on se met sur un même niveau. Donc voilà, en fait, c'est ces 3 postures qui correspondent finalement assez bien au rapport humain-nature, en sachant que, voilà, on peut le rappeler là, le concept même de nature est quelque chose de très récent, et en fait, à justifier quelque part la domination de l'homme sur le reste en fait du vivant, mais voilà, on utilise le terme nature de manière un peu plus globale et sans arrière-pensée. Donc là, on a parlé beaucoup de la relation entre le praticien et la nature. Est-ce qu'on peut revenir sur la relation plus spécifique entre le patient ou le client et l'environnement naturel? Oui, en fait, ça va dépendre de l'intention. Et justement, cette attitude dont tu parles, c'est important de la questionner en amont. Donc, quand on pratique l'écothérapie, déjà, c'est important de se questionner sur quel va être mon rapport à cet environnement naturel dans lequel je vais évoluer. Donc ça, c'est vraiment la première intention. Et la deuxième intention, c'est quand je sors avec mon patient, je ne vais pas en balade. Je ne suis pas là pour une visite culturelle ou pour une promenade ou une activité sportive. L'idée, c'est que j'ai une intention thérapeutique derrière. Et donc, c'est important de soi-même être au clair avec ça et puis de pouvoir l'expliquer aux patients. Et moi j'ai remarqué, et puis c'est un petit peu le travail empirique que l'on mène avec mes collègues Charlotte et Egide, avec qui on a structuré cette approche psychothérapeutique en nature. En gros, il y a 4 grands niveaux de travail, d'intention avec laquelle on peut travailler avec et pour le patient. Dans une première intention, ce qui est vraiment intéressant, c'est de travailler plutôt sur un niveau neuropsychologique attentionnel. Donc il y a bon nombre des personnes qui viennent nous voir qui finalement ont des dérégulations attentionnelles. Déjà, la plupart des problématiques émotionnelles sont en fait des problématiques de biais attentionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on souffre d'anxiété, lorsqu'on souffre de dépression, lorsqu'on souffre de pathologie émotionnelle, on va avoir en fait une attraction du mental sur une problématique. On va être attiré, on va être collé finalement à ces ruminations, à ces projections anxieuses, à des questionnements qui vont occuper beaucoup d'espace. Et donc, toute l'approche, notamment de la méditation, de la pleine conscience, qui a pris pas mal de place dans les dispositifs thérapeutiques aujourd'hui, a cette fonction, en fait, d'apprendre au patient à se décoller de sa problématique qui le rumine, qui le préoccupe, pour réinvestir son attention sur autre chose. Et en fait, ce travail de l'attention est très facilité lorsqu'on est en extérieur. Moi, je remarque que c'est plus facile pour mes patients, finalement, de méditer
dehors que dans mon cabinet. Parce que dans mon cabinet, finalement, ils sont tout seuls avec eux-mêmes et finalement, ils doivent faire face à ce flot de pensées qui les envahit. Quand on travaille en extérieur, c'est plus facile d'aller poser son attention sur quelque chose, sur un tronc d'arbre qu'on va regarder, sur des frondaisons qui bougent doucement, sur un écureuil, sur des couleurs, etc. Parce que tu parles de méditation, mais l'écothérapie, c'est pas de la méditation. Alors, ça en fait partie. On peut imaginer que c'est une pratique qui peut être intégrée à ça, oui. Mais c'est aussi l'observation, tout simplement. Voilà, donc dans ce premier niveau d'intention, qui est ce travail attentionnel, on va avoir des pratiques de méditation, des pratiques de pleine conscience, qui vont être orientées vers l'extérieur. Souvent, on peut méditer sur les sensations corporelles intérieures, etc. Là, on va méditer en regardant des choses, en écoutant des choses, etc. Et ça va favoriser pour certaines personnes, justement, cet entraînement attentionnel, cette capacité en fait, de se décentrer d'un discours interne pour remobiliser en fait, son attention sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Donc ça, c'est le premier niveau. Voilà, donc ça c'est déjà un premier niveau qui fonctionne assez bien. Qui fait du bien, qui est déjà énorme en termes de bénéfices. Qui permet vraiment une décentration, une ouverture. Donc ça, c'est déjà très bénéfique. Ensuite, le deuxième niveau d'intervention, on appelle ça l'expérience sensorielle, l'expérience sensible, où en fait, là, on va réveiller les sens, réveiller le vivant chez les personnes. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes dont je constate qu'en fait, il y a quelque chose qui est un peu asséché à l'intérieur. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes qui sont en recherche de sens, qui ont perdu du sens, où ils sont dans une certaine mélancolie, un défaitisme, etc. Et c'est comme si ça s'était un peu éteint à l'intérieur. Et là, l'idée, c'est de souffler sur les braises pour raviver le vivant. Et ramener les personnes à ressentir du plaisir, à s'émerveiller, à être touchés. Et donc là, ce qui est formidable quand on est en extérieur, c'est qu'on a pléthore de possibilités pour ça. On va travailler avec les 5 sens, on va toucher des choses, on va respirer, on va écouter, et on va être parfois dans du jeu, retrouver un peu cette âme d'enfant où on va s'amuser, on va être curieux, un peu espiègle. Et ça, c'est très beau quand on voit chez les patients quelque chose qui se ravive, qui se réveille, qu'il y a de nouveau un intérêt, du plaisir. Un côté un peu régressif de retrouver une odeur qu'on a connue quand on était enfant. On vient chercher finalement cette sensibilité qu'on avait en étant enfant. Exactement. Sans avoir cette couche de responsabilité, de pression. Et c'est ça qu'on vient raviver quelque part. Ouais. Oui, et qui est très important. Très important. Et tant sur le premier niveau, on est vraiment sur un processus cognitif, donc on fait un travail attentionnel, tant ici, on est vraiment sur un processus plus sensible, j'ai envie de dire, on va s'adresser au cœur. De ressentir de nouveau des choses, de se sensibiliser à des choses. Et ça, c'est aussi très important. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué de le faire dans un cabinet aseptisé. C'est formidable de pouvoir le faire directement dans le milieu naturel. Ok. Donc ça, c'était le deuxième niveau. Oui. Donc tu disais il y a 3 niveaux, 4 niveaux. Ouais, donc après il y a encore 2 niveaux qu'on peut travailler. Chaque fois on va un petit peu plus loin dans le processus thérapeutique. Le 3e niveau, on a appelé ça l'expérience réflexive. Vous aimez bien utiliser des mots un peu compliqués. Bon, c'est le vocabulaire des psys. Désolé. C'est pour ça que tu vas pouvoir le préciser. Voilà, c'est ça. Là en fait c'est quand la nature joue le rôle d'un miroir. Et en fait, les patients, les personnes qu'on accompagne sont souvent enfermés dans un narratif où ils s'évaluent, ils se perçoivent et ils perçoivent leur histoire d'une certaine manière. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand on les amène dehors, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont percevoir, va parler d'eux, va parler de leur histoire et peut amener en fait l'émergence de sens nouveaux, de changements de perspective, de nouvelles élaborations. Et pour être plus concret, plus précis, par exemple, la personne va voir une branche cassée, un arbre mort ou un arbre déraciné, une vieille souche, une ruine, un cul-de-sac, un embranchement, un coin sombre, un marécage, etc. Et en fait, tous ces éléments peuvent nous ramener à des choses personnelles,
à des deuils, à des cassures, à des accidents. Voilà, un arbre qui a poussé de travers, ça peut nous ramener à nous, notre impression à certains moments de notre vie d'avoir poussé de travers. D'avoir été entravé par ou voilà, un arbre qui était entravé, ça peut nous ramener à nos propres entraves, etc. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que du coup, on va faire parler la personne de ce qu'elle voit. Et en fait, en parlant de ce qu'elle voit, elle va parler d'elle-même, forcément, parce qu'on projette sur l'élément extérieur ce qui vient de nous. Donc on va parler de cet arbre mort, de cette souche, de cet arbre entravé, etc. En projetant des choses nouvelles, en projetant des choses de nous qui peuvent être du coup des choses nouvelles dans le processus thérapeutique qu'on n'aurait jamais abordé en séance, parce que le patient n'aurait pas pensé à dire ça comme ça. Et donc pour le thérapeute, là, ça donne vraiment un matériel très signifiant, très précieux, justement pour amener le patient à cheminer par rapport à ses propres problématiques. Et donc là, dans l'effet miroir, tu as donné des exemples plutôt de choses négatives avec des arbres cassés, mais c'est aussi, enfin moi je le constate aussi parfois en séance, c'est aussi la possibilité d'avoir un effet miroir sur des choses positives. Exactement. Des choses que finalement, ça fait du bien de se rappeler. Un bourgeon qui pousse, une plante qui, malgré une situation, un environnement complexe, s'épanouit. Enfin, il y a aussi des effets miroirs qui se jouent sur des éléments positifs qu'on va redécouvrir sur nous-mêmes. Et alors là, eh bien, ça nous amène au 4e niveau, ce que tu dis, qu'on a appelé en langage psychologue l'apprentissage vicariant. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par imitation. Et en fait, les enfants, c'est comme ça qu'ils apprennent. En fait, ils regardent autour d'eux, ils voient d'autres personnes faire des choses et ils vont imiter ce que ces personnes font. Et là, du coup, l'idée, c'est de voir comment la nature, ce que l'on voit, ces éléments naturels, peuvent justement nous apporter des choses, nous aiguiller, nous inspirer. Et donc, là, comme tu le dis, voilà, on peut aller voir dans la nature, ok, elle a peut-être galéré à certains moments, elle a eu du mal à pousser de travers, mais elle a trouvé son chemin. Et donc, on va pouvoir travailler des éléments essentiels comme la résilience, la patience, la persévérance, la collaboration, l'adaptabilité, la flexibilité. Et justement, donc là, c'est assez intéressant dans ce 4e niveau d'amener le patient à dire mais voilà, donc quand la nature, elle galère ou quand il lui arrive un accident, comment elle se débrouille. Et comment ça peut m'inspirer justement dans cette persévérance, dans cette résilience, dans ce bourgeon qui refleurit ou dans ce chemin qu'elle a pris. Si elle y arrive, si elle s'en débrouille, nous aussi, on peut s'en débrouiller. C'est le niveau que moi j'appelle la nature enseignante. C'est la nature enseignante, on appelle ça comme ça, on appelle ça aussi le biomimétisme. Enfin, comment en fait ce que l'on voit autour de nous peut nous inspirer sur notre propre cheminement. Et ça, de nouveau, pour le trouver dans un cabinet, c'est très limité. Et le fait d'aller dehors et de se déplacer, d'aller voir, de chercher, on peut carrément donner une question au patient et de le laisser après cheminer une demi-heure, une heure avec cette question et dire mais quels éléments de réponse vous pourriez trouver par rapport à ça, si vous projetiez votre question dans l'élément vivant, naturel, extérieur, comment il ou elle pourrait répondre. Donc effectivement, on est dans ce domaine de la nature qui nous enseigne en fait. Ouais. Enfin, finalement, on a vu à travers cette discussion autour du rapport à la nature qu'on soit praticien, thérapeute ou client, patient, il y a énormément de subtilités, il y a énormément de possibilités aussi. Donc on se pose la question, oui mais en fait tout le monde est capable d'aller dans la nature, de vivre ses émotions, chaque praticien pourrait très bien sortir avec son client, mais on voit qu'à travers l'écothérapie, ce que vous avez mis en place, c'est des bases qui sont quand même très importantes pour que ce cadre se mette en place et que les choses puissent se faire dans des conditions les plus sécures, les plus intéressantes d'un point de vue thérapeutique. Oui, c'est ce qui différencie en fait une séance d'écothérapie d'une balade. Alors, il y a plein de bienfaits d'aller se promener et j'encourage tout le monde à aller se promener, à sortir. Enfin, moi, j'ai lu récemment qu'en Angleterre, les enfants passent moins d'1 heure par jour à l'extérieur et qu'en fait, c'est moins que les détenus des prisons. Donc, quand j'entends ça, je me dis mais quel dommage. Donc mon message aussi, c'est vraiment mais sortons. Donc ça, c'est vraiment la première idée.
Et puis après, donc nous, en tant que thérapeute, on est garant d'un cadre, d'une éthique, d'une déontologie, et puis aussi voilà, d'intention que l'on va porter avec le patient. Donc on ne sort pas juste se balader, on a derrière, voilà, par rapport à la demande du patient, par rapport aux raisons pour lesquelles il ou elle est venu, bien d'optimiser finalement les propositions qu'on va lui faire pour répondre à sa question, tout en bénéficiant voilà, de ce que notre partenaire, cothérapeute naturel peut nous apporter. Oui, donc l'écothérapie, c'est un apprentissage, une méthode, une approche qui pose la question de la posture du praticien et qui pose aussi, qui dispose aussi d'une approche par rapport à la posture de la personne vis-à-vis de l'élément naturel. Tout à fait. Puisque, évidemment, tout le monde n'est pas éligible forcément dès la première séance aux 3 niveaux qu'on a évoqués, aux 4 niveaux. Chacun peut trouver finalement dans son apprentissage de ses sorties et de ses séances d'écothérapie un rapport qui lui est propre à son environnement. Tout à fait. Et il n'y a pas de protocole, il n'y a pas à faire les choses dans un certain ordre. Ça parle aussi à la sensibilité du thérapeute et à sa relation avec son patient et à ce qu'il juge être bon et bénéfique à ce moment-là pour lui. Ouais. Moi, je l'ai constaté aussi dans le cours d'une certaine séance, c'est que pour certaines personnes, les 2 premiers niveaux sont accessibles assez rapidement. L'effet miroir demande un travail sur soi déjà. Et le 4e niveau de l'enseignement, quelque part, je dirais qu'il est un peu aléatoire, c'est-à-dire que c'est une résonance spécifique qui va se déclencher, qui va amener vers à ce niveau de la nature enseignante. Est-ce que toi, tu peux nous parler très rapidement voilà, de ces cheminements possibles pour le patient? Ah oui, mais effectivement, tu le disais en fonction de déjà sa posture en tant qu'accompagnant. Donc, par exemple, les 2 premiers niveaux, ça va être beaucoup travaillé dans des séances de Shinrin-yoku, de bain de forêt. Donc, les gens qui sont formés, guides de Shinrin-yoku, qui est donc cette approche qui vient du Japon, hein, ont vraiment cette mission, entre guillemets, d'amener les personnes à travailler cette attention, de les amener dans des contemplations, dans des mini-absorptions méditatives. Et puis, voilà, de souffler sur ces braises, de réveiller le vivant, réveiller le sensible. Donc là, on est vraiment sur la mission du guide en bain de forêt. Mais il va peu aller chercher, notamment dans le 3e niveau, qui là est vraiment finalement le travail du psychothérapeute. Donc là, c'est très spécifique de notre travail, puisqu'on va vraiment prendre le questionnement interne du patient et le mettre en résonance. Alors d'habitude, on le met en résonance dans un cabinet avec ce que le thérapeute en renvoie, etc. Là, on le met en résonance par rapport au milieu naturel. Et donc, c'est important en fait de savoir se situer. C'est-à-dire, voilà, en fonction de à quel niveau je me situe moi dans cette approche des écothérapies, on en parlait dans la première vidéo, ça se décline de plein de manières différentes, et après d'aller chercher dans ses spécificités de sa profession pour aller creuser l'un ou l'autre des niveaux. Et donc répondre à la demande. Et à l'intention de départ. Voilà, à l'intention de départ, c'est ça. Ok, bon bah écoute, merci pour cet échange sur ces différents rapports à la nature. Je pense que c'était des précisions qui étaient très importantes de poser. Je te dis à bientôt.